Abdou Sow, professeur Khalidou Diallo et les autres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Mor, tu as fait un témoignage. Je crois que tu nous as livré ton cœur et c'est très bien. Ce n'est pas une parole à la sénégalaise, c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi-même parce que je te connais bien et je sais que tu es sincère dans ce que tu dis. Alors nous allons passer rapidement la parole au professeur Khalidou Diallo. Salam alaikum. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier mes deux collègues, professeur Abdou Sow de la FASTEF, École normale supérieure, professeur émérite qui a travaillé beaucoup sur les questions d'histoire, mais également sur les questions pédagogiques et à la formation des générations et des générations d'enseignants et de professeurs. Je voudrais également saluer mon jeune frère Mor Ndaw. Nous partageons le même bureau à l'Université de Dakar. Son grand frère, Serigne Tako Ndaw, qui est décédé il y a quelques années, c'était mon adjoint lorsque j'étais instituteur à Diagnoli. Lui-même, il était instituteur. Il fait partie des meilleurs professeurs aujourd'hui du département d'histoire et qui vont poursuivre parce que nous allons bientôt décrocher. Je voudrais également saluer la présence de la famille parce que moi, j'interviens en tant qu'enseignant, mais également en tant que son oncle, voire son papa. Dieu a fait qu'il est né entre mes mains. Parce qu'il est né en 1976. Et c'est la même année que moi j'ai commencé à enseigner, à 22 ans. Et sa maman, on a fait la même classe. Et c'est une rare femme à aller jusqu'au CM2. Elle n'était que 4. Assad Bassirou Sall, Binta Aw et Fatiba. Mais sa maman, le fait qu'elle soit à l'école, ça a été une excellente chose parce que je peux dire que tous ces enfants ont réussi à l'école. Donc ça veut dire quoi? Scolariser une femme, c'est créer des réussites. Et c'est très important. Son papa aussi est un combattant, je peux le témoigner. Et il fait partie, au temps du parti unique, où il était impossible même, grave et même dangereux de voter dans l'opposition, alors que j'étais le porte-drapeau de la gauche à l'époque. Pendant 2 élections, 1978-1983, il n'y avait que 3 voix qui votaient contre. Son papa faisait partie. Et ça, c'est très important. Actuellement, il est malvoyant, mais à chaque élection, on le transporte, il va au bureau de vote, il vote, jusqu'à ce jour. Donc, quand même, il est aussi un papa, venu d'un papa engagé. Et je peux le témoigner. Je voudrais saluer ses beaux-parents, saluer également ses sœurs, saluer le professeur Abdoulaye Ndiaye de l'IFAN, qui est en même temps le président de l'association de développement de Dandiad. Vous allez voir tout à l'heure dans sa vie que c'est aussi un homme engagé pour des associations. Salut Alassane Diallo, journaliste émérite, conseiller à l'ANAM, qui est également secrétaire général de cette association, très engagé. Et eux, ils représentent tous les cadres de Dandiadi. Et tous les jeunes étudiants qui sont ici présents. Je n'oublie pas le professeur Ba. Il
vient de sortir, il représente tout le département d'histoire, c'est un professeur. Et saluer tous ceux qui sont là. Alors Amadou Ba, né, comme j'ai dit en 1976, a fait ses études primaires à Dantiadi. Ensuite, il a fait le collège de Kanel, le lycée Limamoulaye, l'université de Dakar, département d'histoire, première et deuxième année. Et à partir de la deuxième année, il est parti en France, où il a eu sa licence et son master. Donc il est allé très vite, parce que je vous surtout montrer qui est Amadou Ba, en le présentant, en présentant son CV, pour qu'on sache que le hasard n'existe pas. Donc, ce qu'il est aujourd'hui, c'est tout à fait logique. C'est par le travail, par l'endurance, par les études, qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez voir tout à l'heure que déjà, il a son doctorat à l'université Paris 7 en 2010 sur Madagascar, et c'est en fait le résumé un peu de cette thèse qui constitue le livre d'aujourd'hui. Mais il a également une sorte de baccalauréat en enseignement au Canada. C'est différent de notre bac. Et ça, c'est très important. Il a également un master en sciences politiques à l'université de Paris en Sorbonne. Ça n'a rien à voir avec le diplôme d'histoire qu'il a. Master 2 en histoire, maîtrise d'histoire. Alors, actuellement, il a une expérience professionnelle assez intéressante, bien qu'il soit encore jeune. Alors, aujourd'hui, il est enseignant à l'université de Laurentienne, en Sudbury, au Canada, au département de sciences politiques et d'histoire. Et bien sûr, avec l'intitulé des différents cours, que je peux peut-être je ne vais pas dire. Donc, il intervient dans plusieurs modules. Il est également enseignant à l'école de sciences de l'éducation de l'université de Laurentienne. Donc, sciences politiques et sciences de l'éducation. Et là encore, il enseigne sur plusieurs modules. Mais également, il enseigne dans les lycées au niveau du Canada, dans les écoles secondaires de l'Ontario au Canada. Alors, il a publié beaucoup d'articles. Il a publié ce livre que vous devez exploiter, mais également, il a publié un deuxième livre. Quelle valeur transmettre aux jeunes du XXIe siècle? Une éducation morale et éthique plus marquée pour soulager un monde de détresse. Et ça, c'est au mois d'août 2016. Donc, c'est très récent. Certainement, c'est un livre qu'il va également rendre public très prochainement. Alors, il est en train de réfléchir sur d'autres livres, mais également, il a publié beaucoup d'articles. J'éviterai de les citer ici, mais beaucoup d'articles montrent bien que M. Amadou Ba est un vrai universitaire, un grand historien. Et il réfléchit actuellement sur de grandes problématiques. Il en a parlé tout à l'heure, sur l'enrôlement des Africains américains dans l'armée fédérale des États-Unis, de la guerre de sécession, 1861-1865, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam en 1973. Il fait une étude comparative également. Donc, il est en train de travailler sur toutes ces questions. Et il a participé à plusieurs colloques. Également, il a fait plusieurs communications sur des conférences au niveau international. Il est également très actif dans des associations. Alors, il est membre de l'association des enseignants et des enseignantes
du Canada. Il est également membre de la Société historique du Canada, membre de la Société d'histoire coloniale française, etc. Il est membre de plusieurs associations. Il est membre du conseil d'administration également de CIFEFS et bien sûr Amadou Ba est très actif avant d'aller en Europe, avant d'aller au Canada, également dans notre association au niveau de notre localité. Alors, quelques mots sur peut-être ce qu'il vient de dire, parce que je n'ai pas beaucoup à répéter ce qui a été dit. Ce que je peux noter, c'est que moi-même, j'ai eu 2 expériences. Parce qu'une Canadienne d'origine Madagascar, métisse, stagiaire ici au Sénégal, je l'ai hébergée pendant 1 an. Mais au départ, il était très... On dirait qu'il avait peur, mais à la fin de son séjour, il nous a expliqué l'image et le symbole qu'il avait du Sénégal et des Sénégalais. Et il vient de découvrir le contraire. Donc ça explique ce qu'il vient de dire. Je suis également un jour allé dans le bureau d'un directeur à l'UNESCO Paris. J'ai été reçu par son assistante. Dès que je me suis présenté comme Sénégalais, tout de suite, elle s'est redressée. Lorsque je me suis présenté, je dis ministre de l'Éducation du Sénégal. Il est revenu un peu. Ensuite, il a dit, mais dès qu'on dit Sénégalais, nous, on a peur. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que pour nous, les Sénégalais sont tous des criminels, etc. Il m'a un peu expliqué. Donc, vous voyez ce qu'il est en train d'expliquer, c'est très important. C'est-à-dire, à Madagascar, dès que vous dites que vous êtes Sénégalais, bien tout de suite, ils ont peur parce que dans l'histoire coloniale de Madagascar, les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais ont joué un rôle négatif. Mais il faut noter quand même que l'Afrique occidentale française, c'était 8 pays et le Togo. C'était Sénégal, Mauritanie, Soudan, appelé aussi Mali, Guinée, Burkina Faso, appelé à l'époque Haute-Volta, Niger, Haute-Volta, Dahomey qu'on appelle aussi Bénin. Ça fait 8 pays et le Togo. C'est l'ensemble de ces pays, bien sûr. C'est au niveau de l'ensemble de ces pays qu'on prenait les tirailleurs, mais on les appelait tirailleurs sénégalais. Mais ce ne sont pas forcément des gens qui sont issus du Sénégal, mais ils portent le nom sénégalais. C'est pourquoi je pense qu'il a bien fait d'expliquer un peu cette situation dans son nom, et c'est très bien expliqué. Je pense qu'à la fin, il pose 2 questions importantes, et c'est pour les jeunes étudiants qui sont là, surtout là où il est originaire, parce qu'il a démontré que la plupart qui sont à Madagascar, les tirailleurs sénégalais, beaucoup sont venus de Bakel, de Matam, de Podor et de Saint-Louis, dont vous êtes originaire, la plupart d'entre vous. Et la particularité aussi, c'est que certains partaient avec leurs épouses et leurs enfants. C'était une migration familiale, une sorte de regroupement familial, si on parle aujourd'hui de migration en France. Il dit dans sa conclusion, les études sur cette question sont inconnues. Donc je vous souhaite un jour que vous revenez à l'université de Dakar peut-être, et d'encadrer des étudiants sur ces recherches, hein, pour qu'on puisse savoir quel est l'itinéraire, quelles sont les origines de ces familles et que sont devenues aujourd'hui ces familles. D'autant plus que avant qu'ils ne disparaissent, parce qu'avant que la mémoire ne disparaisse, parce que des enfants, des petits-enfants de ces gens-là sont encore en vie et savent où sont originaires leurs parents. Et je pense que c'est très important, la problématique qu'il pose là. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur la question. Et avant de terminer, j'ai aperçu M. Sow, mais également un collègue du département d'histoire vacataire, qui est conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur. Bandiraɓe mi salmini on
noon ɓe pular ne keewi ɗo jondam ɗo ko weltare mo wonde par ce que o ko ɓiyam ko baaɗam donc mboɗo wawi settade e makko ko woodi no feewi yimmakko ko miñam bamakko ko mawnam fof ko bannam en donc mbimi ko hande ko janggi ko e ko woni ko o wujani ɗum par ce que o ummi to ummi ɗo o maki to famɗi yimmakko janggi dañi chance des années 60 janngude heen ɗum fituko jangde ene moƴƴi par ce que sa janggi a woni debbo a janggi sukaɓe ma janggat par ce que gañata jangde kanko o dañi on sens bamakko kadi gila ko suka ko dariɗo tan haali ɗon e Pulaar mbimi gila hay goto susa wadde banggue goɗɗo kanko gila tan o watti wadde ko caliɗo tan ha joni to woni ɗo yiyata kono ha joni omo sali noon ɗum min tan wawi haalde ɗum ɗo par ce que min ko tawedemi mbaɗa wawi setta ɗum aussi mi salmini noon on jarama no fewi bon merci beaucoup monsieur Sow. Monsieur Kalidou. Alors, je vais être le type qui est particulier, spécifique. Je ne connais pas M. Ba. Je l'ai connu par Internet. J'ai reçu son CV. Et je crois qu'on avait échangé aussi pour qu'il participe à l'histoire générale du Sénégal. Et je vous avais même envoyé la liste des textes que vous auriez pu écrire. Deuxième chose que je voulais dire, je suis un peu particulier encore. Je ne faisais pas partie du groupe qui devait venir aujourd'hui. Et c'est hier à 1h04 qu'on m'a remis le livre pour le lire. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu des chapitres, j'ai lu des passages. Pour avoir écrit un article en 1997 avec Suré Canal sur cette histoire. Donc, je connais bien la question. Je vous ferai, non pas des aimabilités, mais je vais répondre, poser des problématiques, réfléchir sur certaines questions. Et je vous ferai des reproches, pas des reproches méchantes, mais des reproches pour améliorer le travail. Parce qu'il y a des coquilles dans le livre. Il y a des choses qu'il faudra revoir. Alors, je vais aller très vite parce que, bon, c'est le temps qui pose problème. J'espère que mon texte va sortir. Sinon, ce sera très grave. Voilà, ça va. Non. Ces dernières années, Armel Mabo, pour qu'on lui donne toutes les archives. Et on ne lui a pas tout donné. Ensuite, Hollande vient nous dire, vous avez eu 70 morts. À Madagascar, il y a combien de morts? Il y a 90 000 morts. À Constantine, il y a eu 45 000 morts que les Français ont exécutés. Et maintenant, on dit, oui, c'est 70 morts. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 70 morts. Et je vais sortir le livre, j'ai démontré avec les armes qu'on a utilisées, le nombre de balles tirées, etc., pour vous dire que les morts sont plus que ça. On raconte des histoires. Je vous remercie. Okay. Je vais juste aller faire vite, hein. Je sais qu'on n'a pas le temps. Quand vous parlez du choix tireur sénégalais et sénégalais, ça c'est un problème que j'ai posé dès le début de mon étude. Mais pour le cas de Madagascar, j'ai trouvé nécessaire de mettre sénégalais pour deux raisons. La première, c'est que tous les Africains sur place arrivés, c'est des Sénégalais. On ne les appelle pas tireurs sénégalais. Mais surtout, l'homogénéisation devient vraie en 1901. Avant 1901, il y avait les corps de tireurs sénégalais, il y avait les corps de tireurs Hausa, il y avait les corps de tireurs gabonais. Donc, ces gens-là, ils ont fait Madagascar avant 1901. Donc, si je prends aussi le concept sénégalais, c'est comme si je suis en train de les négliger. Donc, j'ai mis Sénégalais entre guillemets, ça regroupe tout, en fait. C'est ça, c'est le choix que j'ai fait. Ça, c'est la loi de 1901 qui a homogénéisé l'appellation. À part ça, je suis d'accord avec vous pour l'aspect psychologique à travers Fanon. Il y a aussi Octave Manoni qui a fait un travail là-dessus. Je n'ai pas cherché à dédouaner comme on a voulu le penser, hein, c'est juste. Je sais qu'il y a des noms d'emprunt. Souvent, les noms chrétiens dont je parle, souvent, dans les prisons, ils prennent des noms d'emprunt. Mais aussi, bon, j'accepte les critiques si jamais on peut. Concernant le programme d'enseignement, il y avait un problème.
les Malgaches, ils avaient 3 visions de l'Afrique. De l'extérieur, la vision qu'on appelle l'Andafi, c'est-à-dire c'est l'au-delà des mers, les autres. Ils connaissaient les Mascareignes et ils connaissaient l'Europe. C'est là où ils allaient apprendre. Ils n'avaient aucune information sur l'Afrique, jusqu'à ce qu'arrivent les Makoa. Ça, je l'ai expliqué dans mon livre aussi. Le concept de pacification, moi-même, j'ai expliqué dans mon livre qu'il ne s'agit pas de pacification, c'est une guerre. Ça, je l'ai dit. Parce que peut-être même la pacification, c'était pendant la conquête, parce qu'il n'y avait pas de morts pendant la conquête. Les morts, c'est pendant la pacification, entre guillemets. Mais la pacification, c'est le terme officiel que les historiens malgaches ont repris, mais moi, je préférais le mettre en guillemets pour marquer mon désaccord. Souvent, s'il n'y a pas les guillemets, c'est peut-être des problèmes d'édition, mais moi, le mot pacification, je le mets entre guillemets, parce que ce n'est pas de la pacification, justement. Dernière remarque, parce que je sais qu'il y a beaucoup la révolte, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas des rebelles, c'est des nationalistes. Je les appelle les Menalambe, des nationalistes. Ils défendent leur pays, ils défendent la religion traditionnelle et beaucoup de choses. Okay? Donc je vais m'arrêter là et puis vous dire merci. Pour 47, je sais que je n'ai pas voulu m'accentuer là-dessus, parce que j'ai trouvé votre article très, très intéressant. Je voulais montrer aussi des choses qui n'ont pas été évoquées sur Madagascar. Et puis c'est juste un début de recherche, ce n'est pas encore fini. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Il y a énormément de choses à dire sur Madagascar. Peut-être que je vais un jour approfondir les recherches. Merci à tout le monde. Si vous avez des questions, je suis là. Il y a des réactions. Des réactions. Oui. Voilà, merci en tout cas pour l'auteur d'avoir pris son courage pour plonger dans cette histoire. Hein. Vraiment, je pense que je n'ai pas lu le livre, mais je trouve que, en tout cas, je le remercie pour son courage, parce que c'est vrai, il faut affronter des sujets difficiles comme ça. Hein. Voilà, et puis accepter les critiques, mais je trouve que déjà c'est pas mal, parce que ça ouvre un pan de l'histoire hein, que nous ne connaissons pas. Nous entendons Madagascar, c'est tellement loin. En écoutant, vraiment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et puis, il y a des choses qui sont, comment on appelle, qu'on nous apprend différemment. C'est-à-dire, moi, j'ai fait la France, mais l'histoire est toujours, c'est-à-dire, la perspective de l'histoire est toujours changée. Alors donc, c'est à nous de réécrire notre histoire. C'est-à-dire, si nous ne le faisons pas, nous n'émergerons pas, nous ne nous dévorerons pas jamais, parce que nous serons toujours à la... comment on appelle ça? Nous suivrons toujours les autres. C'est-à-dire, voilà, nous serons toujours des gens qui vont suivre, qui vont servir. C'est comme ça que ça va se passer. Ou bien vous prenez votre destin en main, ou bien vous servez les autres. Hein? Je crois que, voilà, ça, c'est déjà ça. Et ce que j'apprends, en tout cas, vraiment, j'ai toujours pensé à ça, que ce sont les Africains qui ont aidé les Français à conquérir l'Afrique. C'est pourquoi aussi on a tellement de problèmes, c'est-à-dire on parle de nos problèmes, mais ça aussi c'est des choses qu'il faut que nous fassions notre introspection. Comment on a pu laisser tomber nos valeurs et puis nous engager dans des choses comme ça. Voilà, c'est des choses aussi peut-être qu'il faudrait voir. Bon, les Sénégalais, moi c'est vrai, les tirailleurs, ce qui me gêne quand on parle des tirailleurs, mais je dis, mais attends, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire des gens qui ont abandonné leur patrie. Le Sénégal était colonisé. Au lieu de se battre, le Sénégal ou l'Afrique, hein, au lieu de se battre pour leur royaume qui ont été colonisés, pour leur royaume des gens qui ont été sous la servitude, ils ont pris les armes pour aller défendre la France. Bon, moi je trouve ça paradoxal, c'est-à-dire, et puis, d'autre part, comme on vient d'apprendre sur Madagascar, ils ont, par rapport à l'Algérie, ils ont servi de force de conquête et de répression pour d'autres pays qui ont voulu défendre leur indépendance. Alors moi, je trouve ça paradoxal que quand on essaie toujours on fait les célébrations des... Par exemple, au Sénégal, il y a des célébrations des tirailleurs. C'est-à-dire, au lieu de voir les tirailleurs comme des objets de fierté, c'est-à-dire, on pose le problème comme des gens qu'il faut être fier des tirailleurs, de ce qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'il faut maintenant arriver à retourner l'histoire, revoir l'histoire en termes de culpabilité, parce que ça a été vraiment une erreur. Voilà, donc moi, je pense que... Voilà, il y a une deuxième question, une question maintenant que je voudrais poser, importante. Est-ce que les descendants au niveau de Madagascar, qui ont eu à parler, disons, de manière privée avec
leurs enfants, hein, leurs petits-fils. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils ont un moment de remords? Voilà, c'est-à-dire comprendre que ce qu'ils faisaient, c'était le mal, c'était pas bien. Est-ce qu'il y a eu ça? Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une conscience? C'est-à-dire, quand ils faisaient ces actes de torture, de massacre, même s'ils se réfugiaient derrière la mission, hein, à bon dos, on se réfugie derrière la mission et puis on fait ce qu'on veut. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens. Est-ce que, voilà, il n'y a pas eu ces moments de remords, voilà, par rapport à tout ce qu'ils ont fait? Voilà, je voudrais juste poser cette question. Merci. À tout le monde, bonjour tout le monde. Donc je tiens juste à prendre la parole pour faire un témoignage. Donc voilà, parce que donc Amadou c'était mon voisin à Dakar. Donc ensemble on a fait le département d'histoire. Donc tous les deux on est partis en France. Donc lui il a continué en histoire, donc moi j'ai continué un peu dans la communication. Donc c'est vraiment pour lui témoigner donc toute ma reconnaissance et toute ma fierté par rapport à tout le travail qu'il a abattu. Donc je sais que moi donc j'étais à Aix-en-Provence et à Marseille. C'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois à Aix-en-Provence, à Marseille, donc faire des recherches au niveau du centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Donc je sais que c'est vraiment quelqu'un qui est très déterminé, donc passionné par la recherche universitaire. Donc on a parlé beaucoup de ce sujet-là, puisque donc j'ai déjà acheté le livre depuis 2012, dès sa parution à Paris. Donc c'était vraiment pour lui témoigner donc toute ma fierté. Et comme disait donc le professeur Ndao, donc je pense que tu as ta place à l'université. Donc tout ce que je peux te souhaiter, c'est vraiment donc de tenir bon, de continuer vraiment à travailler. Et j'espère vraiment que tu auras voilà, une place à l'université, parce que je sais que tu es passionné, tu as envie de transmettre tes connaissances et je sais que tu as beaucoup apporté donc à la recherche universitaire à l'université de Dakar. Donc je vais pas être long, donc je vais vraiment, c'est juste pour témoigner donc de ma fierté, parce que c'est quelqu'un avec qui donc j'ai fait un parcours exceptionnel. Il est parti au Canada, donc je suis parti au Canada, je suis parti le voir. Il m'a présenté toute sa famille, donc je connais des Dantinabé de France, donc je connais beaucoup la famille de Dantiadi. Je connais Abdoulaye Ndiaye qui est venu plusieurs fois à Paris. Je connais ses frères. Il est là depuis 2-3 jours. Il est passé me venir parce que moi j'ai fait le choix de revenir définitivement au Sénégal. Donc c'est vraiment un ami qui compte beaucoup pour moi. Je lui souhaite vraiment bonne chance donc pour ce travail qu'il est en train de mener. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de succès voilà, pour sa vie, surtout universitaire. Je vais parler à double titre, d'abord en tant que son grand frère, mais aussi en tant que son compatriote de Dantiadi. Et à le voir, je suis très enthousiasmé par ce travail-là qui me réconforte dans ma position. Ahmed Khalifa Niasse m'a permis souvent de penser que Dantiadi était effectivement le quartier latin du Fouta, parce qu'il le répète à souhait. Et ce travail-là est en train de le réconforter. Ceci dit, donc, je pense qu'Amadou a effectué un parcours intéressant, sans faute, il a bien travaillé. Comme Youssou Ndour qui disait que son parcours, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Lui, c'est 90% de travail et 10% de chance. Donc, je pense qu'il est à féliciter et il doit être un modèle pour les jeunes qui sont là. Ceci dit, je pense que, comme il l'a dit aussi, que l'histoire, si l'histoire est la compréhension, et sa mission, c'est de faire comprendre, la connaissance scientifiquement élaborée du passé. Je ne vais pas paraphraser Jean Favier qui disait aussi que, comme l'archiviste, l'historien peut également être celui grâce à qui ce qui fut fait se transforme en une documentation au service de ceux qui font ou voudraient savoir comment on fit. Merci beaucoup.